Patrice Talon a une énième fois réaffirmé sa position sur les questions de la révision de la Constitution et du troisième mandat. Il n'en est pas preneur, a-t-il dit aux professionnels des médias, mais malgré cette bonne foi, nombreux sont encore les Béninois lambda et plus encore des acteurs politiques qui restent très incrédules et suspicieux. Le code électoral doit être toiletté, la Cour constitutionnelle y tient. La révision de la Constitution, le député Hassan Seibou tient également à ce qu'elle soit révisée à travers sa proposition de loi qui reçoit d'ailleurs le soutien de ses collègues de son parti politique. Qu'en sera-t-il réellement? La Constitution sera-t-elle vraiment révisée au Bénin? Pendant ce temps, pendant que le Bénin vit au rythme de cette actualité liée à notre loi fondamentale, le Sénégal gère la galère et la crise politique générée par la décision de Macky Sall de reporter la présidentielle à la veille de la campagne électorale. Ce sont là des sujets qui agitent l'opinion et sur lesquels le député Orden Aladati nous donnera son avis ici sur Zone Franche. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Honorable, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci. Bienvenue chez vous car vous ne nous marchandez presque pas à votre disponibilité chaque fois que nous vous sollicitons. Ben, c'est un plaisir pour moi, quoique ça a été un peu difficile pour moi cette fois-ci. Ben, mais au nom du droit à l'information des populations, j'ai fini par me résoudre à me rendre et me prêter à cet exercice. Ça fait plaisir. William Cliquant, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Orden Aladati, bonjour. Bonjour, cher ami. Je rappelle que vous êtes député Union Progressiste Le Renouveau et président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Comme tous les Béninois, vous avez suivi Patrice Talon face aux professionnels des médias. On n'en était pas habitué. Déjà, toute première lecture, comment percevez-vous Patrice Talon devant la presse nationale? Vous y voyez quoi? Non, merci. J'ai écouté son introduction. Il a dit qu'il n'a pas l'habitude de se prêter à ce genre d'exercice devant ses concitoyens, devant la presse béninoise, que ça lui a été reproché par le passé et qu'il va essayer de le corriger. Il lui reste autour de 2 ans pour voir et qu'il va s'améliorer dans ce sens-là. Donc c'est déjà bien que le chef de l'État puisse parler, et à travers vous, donc, à ses concitoyens. Le contexte aussi, à mon avis, s'y prête, parce que nous sommes dans un contexte de polémique. Le week-end dernier, à Abomey, j'ai eu l'occasion donc de me prononcer sur ces sujets d'actualité, les sujets relatifs à la révision de la Constitution, où il y a beaucoup d'intoxication, appelons les choses par leur nom. Donc le chef de l'État, le principal concerné par la question du troisième mandat, lui-même puisse face à ses concitoyens et à travers vous dire sa position de façon très claire, ça contribue et ça devrait, à mon avis, contribuer à apaiser les concitoyens quant à cette menace-là qui est brandie à tort, à mon avis. Voilà, donc elle est opportune, ouais, elle est opportune. Est-ce que le président de la République devrait faire des conférences de presse? Oui, pas tout le temps, mais il devrait le faire. Est-ce qu'il ne s'y prend pas un peu trop tard? On a été vraiment assoiffé, on aurait voulu que ces gens de rencontres de façon périodique. Il a attendu à 2 ans de la fin de son mandat pour faire ces petits pas-là. Je crois que ce ne soit pas, je ne pense pas que ce soit la première fois qu'il se livre à ce genre d'exercice. Et lui-même l'a dit qu'il devrait l'avoir fait plus souvent. Mais il n'a pas bâton rompu de 2016, autant de journalistes, des questions dans tous les sens. On n'en a jamais vu après, avec Patrice Talon. Nous en avons souffert, nous-mêmes qui supportons l'action du gouvernement et du pouvoir, parce que même les ministres, quand ils passent au Parlement et quand ils nous parlent, moi je viens d'une cérémonie à l'université où des cadres de l'administration sont venus dire des choses que je ne connaissais pas dans le fond. Donc, de ce point de vue, ouais, que ce qui se fait, surtout de bien, soit suffisamment martelé, je le dis, et le gouvernement ne l'a pas fait à mon goût, à moi en tout cas. Donc, Talon subitement pédagogue à quelques années ou mois de la fin de son mandat. En fait, les polémiques sur les questions n'ont pas été de la même ampleur. Et donc, vous savez, quand on est dans ce genre de polémique et compte tenu donc
du contexte et de la géopolitique au niveau de la sous-région, je crois que le premier d'entre nous, des citoyens, devrait pouvoir prendre la parole et rassurer ses concitoyens. Qu'il ne l'ait pas fait par le passé, et il s'en est expliqué. Et voilà. Qu'il le fasse maintenant, ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas suffisamment fait qu'il ne devrait pas le faire lorsque le besoin se présente et s'impose à nous. Donc, s'il ne l'avait pas fait, il aurait été plus critiqué, je crois. Donc, il a dit, il s'est prononcé, et cet aspect-là me semble très important, que lui-même, il nous renforce, nous qui savions depuis qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat, qui viennent prendre la parole pour rassurer ses concitoyens. Je trouve que c'est très bien et que, en principe, le débat devrait s'estomper, à mon avis. Ah oui. À mon avis. Ça devrait s'estomper. À mon avis. C'est vrai que sur la question de la révision de la Constitution, la relecture du Code électoral, la question du troisième mandat, Talon est resté assez prolixe. Il a voulu expliquer véritablement sa position. Et tout, je l'ai dit dans mon introduction, il a dit qu'il n'est pas preneur d'une certaine révision de la Constitution, qu'il s'acharnerait à lutter contre des révisions qui toucheraient les fondamentaux de notre loi fondamentale. Alors, oui. Malgré tout ça, les réactions qui ont suivi, j'ai écouté par exemple Guy Mitokpe qui dit que c'est de la poudre aux yeux, pratiquement, dans sa réaction. Et au-delà de ça, Guy Mitokpe a dit quoi? Parce qu'au fait, de quel débat nous parlons? C'est-à-dire la révision de la Constitution. En tant que Béninois, nous sommes un peu frileux par rapport à la révision de la Constitution. Nous ne sommes pas rassurés quand un chef d'État, surtout en exercice, veut toucher à la loi fondamentale. Vous connaissez mon combat dans ce pays par rapport aux questions de la révision constitutionnelle. En Afrique, nous avons vu des chefs d'État à 2 ans ou à la veille de leur mandat toucher à la Constitution pour pouvoir se donner la voie d'une nouvelle république et pour s'éterniser au pouvoir. C'est pour ça que les Béninois sont frileux ou soit sont jaloux, pour ne pas parler de frilosité, sont jaloux donc de leur constitution et à juste titre d'ailleurs, à juste titre. Mais en 2019, nous avons cru, et le chef de l'État l'a dit, nous avons cru avoir réglé définitivement ce problème. Et ce n'est pas pour rien que, malgré la phrase qui était très claire, que le mandat au Bénin, c'est 2 ans, nous avons cru devoir verrouiller, mettre un verrou supplémentaire en disant nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Parce que justement, dans la sous-région, on a vu des professeurs d'université et tout défiler dans notre capitale et démontrer que, en cas de retouche, que nous pourrions être dans une nouvelle république et que le compteur pourrait être mis à zéro. Et c'est pour régler justement cette question qu'en 2019, à la faveur donc de la révision intervenue et sous l'impulsion du président de la République lui-même, nous avons ajouté cette phrase-là qui, à notre avis, devrait rassurer les concitoyens, régler le problème. Il y a autour d'1 an, un de vos confrères, votre doyen, Jean-Luc Aplogan, m'a posé la question sur le départ ou non du président de la République. Et moi, je lui ai demandé de se référer à la Constitution du Bénin. Et je lui ai dit d'ailleurs que lorsque, en cas de révision, parce que moi je n'exclus pas des révisions aujourd'hui ou demain, en cas de révision, si l'auteur des révisions, si elle est d'origine gouvernementale surtout, et si personne, que ce soit même d'origine parlementaire, si les auteurs ne touchent pas à cette phrase nul de sa vie, en principe, la sécurité devrait être garantie. Si on lit bien, on parcourt bien la Constitution du Sénégal, c'est sûr qu'il y a de pareilles dispositions, hein, mais vous avez vu, c'est au tout dernier moment, à l'ouverture de la campagne que Macky Sall a trouvé, en tout cas, le moyen... Sur quelle disposition? Mais vous parlez des hommes. Et je ne veux pas juger ce qui se passe. Et donc, si je dois suivre votre regard, vous parlez des hommes et de leur déviance. Nous parlons de nos textes. Bien sûr, nous parlons de nos textes existent. Mais nous parlons de nos textes. Ce que vous voulez dire, le débat n'est pas là. Ce que vous voulez dire, ça veut dire que malgré la Constitution qui est claire, si un président de la République veut faire du forcing, bon, donc,
on saura que ce n'est pas la Constitution qui le lui permet. C'est deux débats différents. De fait, Patrice Talon donne une caution morale à la révision de la Constitution, venue de ses partisans à l'Assemblée nationale. Tant qu'il ne prend pas la parole, il finit par prendre la parole, il dit niet, il n'est pas pour. Mais en cas où le Parlement, par voie démocratique, voterait, adopterait une révision de la Constitution, il est prêt à promulguer, quel que soit ce qui y est. Mais n'est-ce pas un paradoxe? Non, il n'a pas dit ça. Et en venant chez vous, je l'ai réécouté. Qu'a-t-il dit? C'est ce que je comprends. Le débat principal n'est pas le débat sur la révision de la Constitution. La question en jeu, c'est la question du parrainage en 2026, des parrainages en 2026. C'est ça la question centrale. D'accord? C'est des préoccupations qui étaient déjà agitées dans nos partis politiques, mais qui n'étaient pas publiques encore. Avec la récente décision de la Cour constitutionnelle, cette préoccupation est venue au goût du jour, a été mise en surface. Et là, les acteurs politiques, donc la classe politique surtout représentée à l'Assemblée nationale, est appelée dans les prochains jours à y apporter des réponses. Et on ne peut pas ne pas y apporter des réponses. Quand vous lisez la déclaration du parti Union progressiste Le Renouveau, donc mon parti, notre préoccupation a été résumée en 8 points essentiels. Je vais évoquer quelques points. Nous disons, il y a une décision de la Cour, mais au-delà de la décision de la Cour, à la veille de chaque élection, il était de coutume ici que l'on travaille sur nos thèses pour pouvoir parfaire notre processus électoral. Voilà. Donc la Cour a parlé, nous devons répondre à la Cour, mais au-delà de la réponse à donner à la Cour, nous devons profiter et régler les problèmes qui se posent à notre système électoral. Au nom des problèmes qui se posent à notre système électoral, interroger la Sénat, et la Sénat a un mémoire sur les pistes d'évolution qu'elle souhaite voir dans le code électoral. Dans le code électoral. C'est là. Il appartient à la représentation nationale de s'approprier ses préoccupations essentielles et d'évoluer, d'agir. Au niveau politique, quand on a pris acte de la décision de la Cour, l'Union progressiste, le renouveau est allé au-delà. Pour être précis, la Cour nous dit, relativement au parrainage, qu'en l'état actuel des choses et des dates telles que le calendrier électoral se positionne, nous aurons 2 générations de maires. En 2026, il y aura des nouveaux maires élus en 2026 qui pourront parrainer dans certaines communes, alors que dans d'autres, ce sont ceux qui sont actuellement en exercice et qui pourraient ne pas être réélus qui auront à parrainer. Et que ce problème-là qui va être posé en 2026 pour l'anticiper, parce que la Cour s'est saisie d'office, parce que le requérant n'avait pas qualité pour le faire, mais le problème qu'il pose est un problème juste, quoi qu'il n'ait pas la qualité pour le faire. La Cour dit, le problème est juste, donc nous, en fonction donc de ce rôle-là que nous avons de voir le fonctionnement normal des institutions dans notre pays, nous nous autosaisissons et nous disons qu'il y a problème à ce niveau. Et donc, demande à l'Assemblée nationale d'avoir à corriger ce fait-là. C'est-à-dire que quoi? Si nous prenons que les maires, parce que c'est des maires que la Cour constitutionnelle a parlé, si vous voulez que des maires parrainent en 2026, il faut faire en sorte que ce soit que des nouveaux maires ou faire en sorte que ce soit que des anciens maires. Mais que dans une commune, que la possibilité soit donnée à un maire, quoique sortant, et que dans l'autre, que ce soit le maire qui vient, qu'il y ait une rupture d'égalité, que la Cour demande qu'on corrige. C'est ce que la Cour a dit. Mais au-delà de ça, l'Union progressiste, le renouveau, mon parti dit, il y a un autre problème que nous, on entrevoit. C'est le problème même de légitimité. Et c'est ça que le président de la République a parlé dans la conférence de presse. Quand nous prenons les députés, la question n'a pas été appelée par la Cour, puisque à l'état actuel donc, de notre législation, sont les députés en exercice, si rien n'est fait, sont les députés en exercice qui devront parler. Mais étant entendu que la question se pose au niveau donc des maires, en voulant corriger au niveau des maires, si la représentation nationale dit, simplement sans toucher
au calendrier concernant les députés, fait en sorte que ce soit que les nouveaux maires, par exemple, Il y a encore une rupture d'égalité. Nous entrevoyons une rupture d'égalité entre les maires et les députés qui, eux, seraient élus le même jour. Dans le dispositif actuel, ils seront tous élus le même jour, c'est-à-dire les conseillers communaux et les députés, ils seront tous élus le 11 janvier 2026. Nous entrevoyons une rupture d'égalité à ce niveau et notre déclaration est claire là-dessus. C'est pour ça que nous disons, quel choix on fait? Et le président de la République, à la question fondamentale qui est posée, à laquelle on devra répondre, c'est cela. Qui va parrainer? Nous devons trancher ça. Le président est pour les nouveaux élus. Mais il dit que toute la classe politique, y compris l'Union progressiste, c'est ce que je vous dis. Mais la question que vous posez par rapport à la révision, je dis que ce n'est pas ça la question principale. C'est la réponse à cette question qui nous amène à la révision. C'est ce que personne ne dit, justement. C'est ce débat-là. On doit pouvoir trancher ce débat. D'accord? Et là, la position du chef de l'État, dit que vraiment inévitable. Ce sont les nouveaux qui doivent parrainer. Le chef d'État l'a dit. Les représentants du peuple, vraiment inévitable. Les représentants du peuple, en travaillant, en retouchant, en ajustant le code électoral, est-ce que vous êtes c'est pas en revisitant que le problème qui se pose, la réponse que vous voulez donner. Quand nous l'analyse, dans nos réflexions, l'Union progressiste n'est pas allée jusqu'au bout. Parce que l'Union progressiste dit, pour nous, ce qu'il faut, c'est la réponse qui permet d'avoir l'égalité de tout le monde devant la loi, la légitimité, et bon, on a ajouté la légalité parce que ça doit être contenu dans un texte. Donc, nous... On peut déduire. Quand vous dites ça, ça veut dire que et parlementaires et maires sont les nouveaux à élire en 2026, un peu comme le chef de l'État le dit. C'est-à-dire que si on dit que c'est les nouveaux maires, il ne faut pas dire que c'est les anciens députés. Si on dit que c'est les nouveaux députés, il ne faut pas dire que ce sont les anciens maires. C'est le premier problème que nous disons qu'il faut avoir dans la solution, dans la suite à donner. Deuxièmement, si nous disons, par exemple, que ce sont les députés en exercice, donc en 2026, ce seraient les anciens députés, nous entrevoyons notre problème de légitimité. Parce que en 2026, tous les députés en exercice ne seront pas nécessairement réélus. Il se pourrait même qu'il y ait des députés qui ne soient même pas positionnés dans leur circonscription. On aurait déjà eu les élections. Donc les nouveaux députés à installer en 2026 seraient connus. Ils seraient à 3 jours de leur installation au Parlement. Mais ce sont les anciens. Si ce sont même des anciens qui ont été réélus, le problème ne va pas trop se poser. Mais il se pourrait qu'il y ait des anciens qui ne soient même pas positionnés, mais qui auront la possibilité de parrainer. C'est le problème qu'entrevoit l'Union progressiste, le renouveau. Pour dire que la solution à apporter devrait pouvoir concilier toutes ces préoccupations. Nous en étions là, donc quand le député Hassan Seibou a fait une proposition. Et le groupe parlementaire s'est prononcé pour dire oui, cette proposition permet de tout régler. Parce elle règle le problème. Parce que si le problème se pose, parce que les législatives et communales telles que nous l'avons disposées en 2019 précèdent l'élection du président du duo président de la République et vice-président de la République. Donc effectivement, si on inverse les choses, le problème il est réglé ad vitam. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas distancés de la proposition de l'honorable Hassan Seibou au niveau du groupe parlementaire. Ordena Lalati, si on resserre le calendrier électoral dans le code électoral à revoir, de sorte à donner la légitimité à tous les nouveaux élus de 2026 au sortir des élections du 11 janvier 2026, et qu'on les installait plus tôt et qu'ils avaient le temps nécessaire, le temps conséquent pour parrainer, il n'y aurait pas de problème. On ne recourrait pas à une révision constitutionnelle. Pourquoi aucun des partis politiques n'entrevoit cette position? Toutes les portes sont entrevues. Toutes les portes. C'est-à-dire que le débat, il est ouvert, il est général. Mais ce que l'honorable Hassan Seibou fait, ce n'est pas une des portes. Mais elle renvoie à une question frileuse, comme vous l'avez reconnu. Mais une question frileuse que nous avons cru avoir réglée à travers la disposition nulle de sa vie.
En dehors de ça, quel autre problème vous voyez? Encore que dans sa Non, proposition, mais l'article 42, S'il vous parle plaît. de nul de sa vie et encore à réviser. Non, ben, il profite parce que là, bon, il y a un petit débat là-dessus pour dire on peut la rendre plus claire. Alors sinon, si ça s'entend pour tout le monde, ne touchons pas à ça. C'est parce que ces mots-là, en aucun cas, nul de sa vie, en discutant et tout ça là, il est apparu qu'au niveau de la syntaxe, ça pourrait avoir quelques problèmes au niveau de l'interprétation. Ça peut ne pas être le point de vue de tout le monde, mais si on conçoit qu'en le faisant ainsi, même en cas de modification, on ne pourrait pas appeler à une nouvelle république, laissons ça. Il n'y a pas de fixation sur ces questions-là. Donc la seule chose qu'il faut retenir de façon fondamentale dans la proposition d'Hassane Seibou, c'est qu'il propose que l'on fasse les élections présidentielles, l'élection donc du duo président de la République, vice-président de la République, avant l'élection des députés et des maires. Alors, contrairement à ce qui a été institué en 2019, c'est fondamentalement ça. Voilà. Allez, honorable, si c'est aussi clair... C'est pour ça que nous ne l'évacuons pas, ce qu'il dit là. Oui. L'Union progressiste, le renouveau ne l'évacue pas. Si c'est aussi clair et aussi, disons, compréhensible tel que vous le dites là, pourquoi ça suscite encore des... C'est pas non, c'est à nous qu'il faut poser la question, c'est qui entretiennent la polémique, c'est pour ça c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi j'ai une question qui va vous permettre de vous expliquer là-dessus. Ah ouais. La proposition de Hassane Seibou à laquelle vous adhérez, parce que c'est une des portes de sortie, vous reconnaissez qu'il y a également d'autres portes, c'est que dans cette proposition, il y a des dispositions qui pourraient être contraires à l'esprit de la Constitution, c'est-à-dire écourter par exemple le mandat d'un président de la République élu de 3 mois et en rajouter à votre mandat, vous, député de la 9e législature, de quelques jours, afin que vous partiez en juin. Quelle est cette porte de sortie qui viole une Constitution qu'on veut parfaire? Quelle est cette voie de violation de Constitution? Vous parlez de quel viol de Constitution? C'est-à-dire que la révision d'une Constitution, si elle aboutit, ne saurait être perçue comme viol de la Constitution. On est d'accord? Si elle rallonge un mandat constitutionnel, ça ne saurait être perçu comme viol de la Constitution. Si c'est fait selon les règles de l'art, ça ne saurait être entrevu comme viol de la Constitution. Qu'on soit clair là-dessus. Donc à tout moment, tous les élus peuvent se regrouper à l'Assemblée nationale et voter des révisions constitutionnelles qui augmentent de combien de jours ils veulent le mandat. Parce que ce genre de débat embrouille le débat et embrouille l'opinion. La Constitution a prévu les mécanismes par lesquels il faut la réviser, n'est-ce pas? Vous mélangez les pays où ce process-là n'est pas du tout respecté. Si c'est fait selon les règles de l'art et selon la loi du Bénin, il ne devrait pas avoir de problème. La seule chose que je partage avec nos concitoyens, c'est que c'est en le faisant, nous ne laissons pas une porte entrouverte au 3e mandat pour que le président en exercice, Patrice Talon, s'éternise. Et pour moi, et pour nous, personne ne va toucher à ça. La réponse, c'est non. Et lui-même vient d'opiner. Donc, à partir de cet instant, le débat est clair. Les gens ont voulu lui faire porter une initiative. À travers la conférence de la presse, il dit qu'il n'est demandeur de rien du tout. Mais tout le monde sait que les solutions qu'on veut là, l'une des portes aussi, c'est la Constitution. Si le chef d'État ne demande pas. Lui, là, il est clair. Ce à quoi il tient. Si vous, les députés, vous voulez réviser, pour moi, je pense que ce qui est légitime, c'est que ce soit les nouveaux. Mais ce sont les députés qui veulent le faire. Et s'ils décident que ce soit les anciens. C'est pour éviter tout ce débat qui va nous rattraper bientôt que nous pensons que la proposition d'Hassane Seibou, elle est opportune selon nous. Mais elle peut ne pas prospérer. Honorable Aladati. Nous pensons qu'il faut chercher le consensus autour de ça. Oui. Et si nous ne l'avons pas, parce que le président de la République aussi l'a dit, si nous parlementaires, nous arrivons à obtenir le consensus sur ça, à mon avis, il n'a pas dit qu'il s'y opposerait. Mais s'il n'y a pas de consensus, nous déchirons sur ça, le président de la République devrait prendre ses responsabilités. Non, mais il dit, quel que soit l'état de la loi, qu'il promulguerait, qu'il n'a rien contre... Mais la loi ne parle pas de la révision. Ne mélangez pas les deux non plus. Il a dit, il parle de la loi.
Mais il y a la révision de la Constitution qui obéit à une procédure plus corsée. Et puis voilà. J'ai une toute petite question à ce propos. Est-ce que vous vous souvenez des conséquences qu'ont eu la révision de 2019, notamment en termes du nombre de jours ajoutés au mandat de Patrice Talon? Est-ce que quand vous vous en souvenez, quelle conséquence? Des Béninois derrière les barreaux, des violences électorales, des choses à déplorer. S'il vous plaît, parlons-en. Mais ce n'est pas ça qui a été à la source des... Déjà, la réforme du système partisan a été contestée. Toute la réforme du système partisan. Nous sommes au 229, ça ne se passerait pas. Ce n'est pas à l'avènement de la révision de la Constitution. Mais des gens ont dit 5 ans, mais c'est 5 ans. S'il vous plaît. Mais les gens ont dit ça, mais après. Avant, il y a eu de la violence, non? Mais après ça aussi, il y a eu de la violence. Ne faisons pas donc de la fixation sur ça. Avant ça, les gens contestaient la réforme. Avec des moyens non conventionnels. C'est ça. Faut pas, mais donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a dit 5 ans, 5 ans qui s'est retrouvé sous les barreaux, si on ne le reproche pas. Est-ce que vous avez été voir les chefs d'accusation? Vous êtes sûr que quelqu'un dans ce pays a dit que 5 ans, c'est 5 ans, l'a mis sous les barreaux? S'il n'a pas utilisé des méthodes, s'il vous plaît. Mais j'ai vu le jour de la campagne, le jour des élections, des gens manifestés. C'est interdit dans le code. Mais la police n'est même pas intervenue. Moi, j'ai croisé plein de personnes prendre des banderoles, 50 de ces 5 ans, et circuler à travers la ville. Vous savez que les manifestations de ce genre sont interdites. Et ce n'est pas sous le régime de la rupture. Hein. Si des actes chrysogènes ont pu nous amener à des violences, pourquoi aujourd'hui on pense à une porte de sortie qui vous avez dit quoi rapidement? Si des actes chrysogènes, ne dites plus ça. Ayant porté... Non, c'est la lecture que je fais. S'il vous plaît. C'est votre opinion, justement. Mais non. C'est à tort que vous dites ça. Je vais vous dire pourquoi. Expliquez-vous. Le représentant du peuple, son rôle, c'est de légiférer au nom du peuple. S'ils s'entendent selon les règles de l'art pour légiférer, pourquoi vous dites que c'est chrysogène? S'il va le faire sans respecter les procédures indiquées, en tordant le cou à la loi, mais alors, c'est excellemment chrysogène. Pourquoi vous pensez que dès lors que vous n'êtes pas d'accord et que les autres respectent les règles de la démocratie, pour faire ce qui, politiquement, ils pensent nécessaire et juridiquement nécessaire, vous pensez que c'est chrysogène? Mais dans l'application, vous savez que par le passé, dans l'application, c'est juste pour vous relancer. Un petit mot. C'est juste pour vous relancer. Oui. Dans l'application, on sent qu'il y a des problèmes. Et ça a suscité, ça a amené à des crises que nous avons gérées pendant des mois dans notre pays. Ça a amené des problèmes parce que les gens ont utilisé des moyens non autorisés pour marquer leur opposition aux choses. Vous savez, avant l'avènement de Patrice Talon, la manière forcée dont le processus de la LEPI a été mis en œuvre, vous savez que je n'étais pas d'accord? Vous n'auriez pas oublié ça. La révision de la Constitution sous le président Mathieu Kérékou, ça ne date pas du président Yahya Boni. Moi, je n'ai pas été d'accord. Vous n'avez pas oublié ça? Mais je n'ai pas été d'accord parce que tout le monde confond très vite. Et moi, je vois sur les réseaux sociaux des vidéos anciennes qu'on me ramène là. Mais parce que le bout de phrase nul de sa vie n'était pas dans la Constitution. Ceux qui se défendent aujourd'hui pour dire nous n'avions aucune intention, mais qu'est-ce que pour aucune intention? Ce sont les mêmes professeurs qui vont faire défiler les professeurs de droit pour dire que nous sommes désormais dans une nouvelle république. Ce que les Béninois continuent de craindre, même avec... Ils ne peuvent pas avec ça. Non, ils ne peuvent pas parce que c'est écrit noir sur blanc. Ce n'était pas écrit. Donc si vous mêlez les deux, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est écrit noir sur blanc. On connaît le génie en matière électorale, on connaît le génie en matière... Non, ne dites pas ça. Vous êtes journaliste. Oui. Mais ici, je ne colle pas des propos de l'opinion. Non, mais justement, parce que ce sont eux qui ont... Mais c'est vous qui le dites. C'est vous qui le relayez. Et vous vous expliquez, quand je finis de le dire, vous vous expliquez. Non, je ne vais pas les équivoques. Non. Quand moi je dis quelque chose qui est clair dans la loi, je ne m'explique pas. Quand vous dites que nous connaissons, pour moi, je ne peux pas m'expliquer sur ça. Je m'explique sur ce qui est écrit. Mais ce genre donc de lecture que vous rapportez, à mon avis, ça ne devrait pas être votre rôle de rapporter ça. Non. Parce que les textes sont clairs. Nous sommes dans les textes. Et je dis, moi, par le passé, je n'ai pas été d'accord. L'une des choses que moi j'ai utilisées comme méthode, c'est de porter du rouge pour dire je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas animé des chasseurs.
Je n'ai pas armé des chasseurs. Parce qu'on dit comme si la République a été inventée en 2016, en 2019, mais non. Je n'ai pas été d'accord. J'étais à votre carrefour à Menotin ici, au carrefour Bénin Marché. Je faisais un sitting, j'étais dans la société civile. Et une des femmes leaders du groupe en ce moment-là est montée sur le terre-plein central. Pour dire, Yaïboni, Abba, c'est moi qui l'ai fait descendre. Je dis, moi, je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour dire la manière dont la lépille est faite. Je ne suis pas d'accord. Allez demander, parce que vous l'avez cité là, à l'honorable Guy Mitokwe, mon petit frère. Quand nous on faisait les luttes, dans des réunions de préparation, on dit, nous allons prendre un circuit, on va quitter le stade de l'Amitié pour rallier la place des Martyrs. Je fais partie de ceux qui disent, non, si vous faites ce tronçon, vous allez passer devant le domicile du président Yaïboni. Et c'est dangereux. Faisons notre manifestation, donc, en dehors de ce périmètre. Ce que nous avons envie de démontrer, c'est que nous sommes fâchés. Ce n'est pas pour aller prendre le pouvoir dans la rue. Il faudra tout mélanger. Vous avez vu en 2019, moi, sur les réseaux sociaux, des gens disent, nous allons au ministère de la fonction publique. Et ça brûle. Vous n'avez pas vu ça? Vous avez oublié ces images? Le président de mon parti d'alors, président Moussou, les gens sont passés chez lui. Non, je ne dis pas ces choses-là pour enflammer. Mais je souhaite simplement qu'on ne fasse pas de la fixation et que l'on dise très rapidement ce que nous avons senti, douloureusement aussi. D'accord. Allez, on va évoluer un tout petit peu. Vous qui êtes un peu habitué aux pratiques parlementaires, pour avoir fait déjà plusieurs législatures, est-ce qu'en ouvrant les débats, si la loi passait le cap de la commission des lois, on amène ça en plénière, est-ce qu'il y a possibilité qu'on aille retoucher, par exemple, les dispositions que les gens redoutent le plus, à savoir les fondamentaux de la Constitution? La procédure législative est que cette proposition est affectée à la commission des lois, oui, puisque j'ai fini par accepter votre invitation, parce que très bientôt, je ne viendrai pas si le processus est enclenché, parce que nos débats ne sont pas publics. Alors, donc, le travail va se faire au niveau de la commission des lois. Ça commence par quoi? La première chose qu'on commence par vérifier au niveau de la commission des lois, c'est de voir si les fondamentaux sont touchés par la proposition qui nous est soumise. Il est très clair qu'on ne peut pas entreprendre et faire aboutir une proposition du genre si un certain nombre de conditions ne sont pas réunies. Vous ne pouvez pas entreprendre une révision constitutionnelle, par exemple, si notre pays est en guerre. Donc, les commissaires vont se prononcer sur ça. Après, il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher si vous entreprenez une révision constitutionnelle. La laïcité de l'État, la forme républicaine de l'État. Est-ce qu'il y a des dispositions qui touchent à la laïcité? Est-ce qu'il y a des dispositions qui touchent à la forme républicaine de l'État? Vous allez voir tout ça. Et puis au-delà de ce qui est contenu au niveau matériel, même dans la Constitution, le juge constitutionnel a étendu ce champ-là d'analyse pour dire, est-ce que la question de la limite d'âge est touchée? Est-ce que la question du respect de 2 mandats au plus du président en exercice, est-ce que c'est touché ou pas? Quand vous analysez tout ça, la commission va pondre un rapport pour donner sa position. Elle va soit recommander à la plénière de recevoir l'étude du projet ou de le déconseiller. Les deux sont possibles, puisque nous n'allons pas discuter, on ne peut pas savoir l'orientation, le sens que la commission donnera. À partir de cet instant-là, le débat est appelé en plénière sur la recevabilité.
Et puis, on verra si ce projet peut être recevable à une majorité qualifiée. À ce stade-là, si ça passe, la commission peut continuer son travail alors en allant dans le contenu. Il va pondre un autre rapport pour que la plénière s'occupe du contenu après. Mais si la majorité qualifiée requise n'est pas obtenue lors de ce premier débat en plénière, le processus s'arrête. Si cette première majorité est obtenue, que la recevabilité est admise, la commission opine, en ce moment, pour répondre à votre question, voilà, des amendements peuvent intervenir en commission. Vous marchez et tout, et puis vous faites un rapport qui consacre de façon très claire les évolutions opérées sur le texte, ou non. Et ça revient en plénière. En ce moment-là, il y a un autre vote pour voir si le texte est adopté ou pas. Et donc, c'est encore corsé. 4/5. Sinon, la loi n'est pas adoptée. Pour la recevabilité, vous avez besoin d'un député démocrate. Pour l'adoption, pourquoi vous dites qu'on a besoin d'un député démocrate? Si toute la majorité... Parlons des députés, parlez des chiffres. Pourquoi vous dites... Vous avez besoin de 83 et de 82 députés. Vous avez besoin de 82 députés. C'est la lecture politique tout de suite. Vous avez besoin de 82 députés pour la recevabilité et de 88 pour l'adoption. Vous avez fait les calculs. Oui, mais maintenant, si par mégarde, toute la mouvance présidentielle, toute la majorité présidentielle au Parlement adoptait et qu'il y avait ce besoin d'avoir recours à quelques députés de l'opposition. Vous connaissez l'opposition aujourd'hui à propos de la révision constitutionnelle. Toute lecture politique faite. Vous voyez le texte prospérer? Je crois que, et ce que je sais, parce que l'honorable Assam Sebou m'en a parlé, il a entrepris des discussions avec le président du groupe parlementaire UP Le Renouveau. Ça, par exemple, je sais. C'était le début de son initiative. Et je crois, et il m'a dit, qu'il a entrepris des discussions avec le président du groupe parlementaire de les démocrates. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse avoir le consensus sur ce qui est proposé. On peut l'améliorer. Si le verrou pour empêcher le président Patrice Talon n'est pas suffisant, on peut inventer, vous-même, vous pouvez faire des propositions. Il appartiendra, puisque vous ne pouvez pas venir opiner au Parlement. Si vous faites sur votre plateau ici une proposition alléchante demain, pour que si tel que c'est mis, ce n'est pas clair, ou bien ce n'est pas précis, ou bien ce n'est pas suffisant, qu'on n'ait plus jamais ça, il paiera bien un député de se saisir de ce que vous aurez dit et de l'amener comme amendement. Même moi qui suis ici, si je vous suis, et que vous avez une formule qui nous permet de quitter cet état d'esprit-là, pourquoi pas? OK? Donc nous allons chercher le consensus. Chacun va s'y mettre et tout. Si on l'a, tant mieux. Mais si on ne l'a pas, moi j'ai déjà opiné sur un autre plateau, hein, je dis à l'impossible maintenu. La peur dans le camp des démocrates aujourd'hui, c'est que je ne sais pas comment se passe l'adoption des amendements au Parlement. Les pratiques parlementaires, je ne les connais pas assez. Mais la peur aujourd'hui dans le camp des démocrates, même si vous n'aimez pas quand je reveste ce qui se dit dans l'opinion. Non, c'est la meilleure façon. C'est quand vous le dites, vous directement. C'est la meilleure façon que vous ayez un avis très explicatif là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, la peur, c'est que ils redoutent que leurs amendements ne passent pas et que si c'est ouvert à la recevabilité, que tous s'y mettent. Expliquez les principes parlementaires aux Béninois. D'accord. Au niveau de la... Parce que si vous êtes à la recherche d'un consensus, vous êtes obligé de vous faire des concessions réciproques sur le texte, hein, pas au détriment des populations, sans tant de temps. Parce que le député, par essence, il est là pour la sauvegarde des intérêts du plus grand nombre. Après, il y a les débats qui peuvent se faire. Donc, il y a des amendements qui viennent, on en discute. D'accord? La commission aura
a donné un avis à la fin, a suggéré un avis à la plénière. La commission fait son travail. À supposer, tel que vous dites là, à ce niveau, il y a des amendements de nos collègues, les démocrates, peut-être qui ne passent pas, d'autres qui passent, ainsi de suite. De toutes les façons, on finit par nous entendre sur une position. Et c'est cette position, à travers notre rapport, que nous a mené en plénière. À ce moment-là, si les démocrates ne sont pas d'accord avec le contenu qui vient en plénière, ils ne vont pas voter pour. Ils ne vont pas voter pour. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que, comme vous le dites, c'est la mouvance présidentielle qui se dit qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour que ce soit fait. Elle doit faire les concessions qui s'y est pour que nous y parvenions. Donc il n'y a rien à craindre. C'est pourquoi parfois, vous venez au Parlement et ça se discute beaucoup, énormément. On se convoque pour 10 heures, on sent que ce n'est pas encore prêt, et puis on est dans les couloirs, on est dans les trucs en train de discuter entre nous. Si on a le consensus, ça se fera. Mais si on n'a pas le consensus, je vous dis, ça ne se fera pas. Donc rien n'est gagné à l'avance. Non, pas du tout. Si on a le consensus, ça se fera. Mais si on n'a pas le consensus, c'est pourquoi je demande aux gens, si le président de la République lui-même, il a dit, ce que nous craignons, si c'est mis de côté, après, allons sur ce qui est proposé. Ça peut ne pas plaire. On peut ne pas être d'accord. À ce moment, on discute. Et puis chacun s'exprimera à travers ces groupes parlementaires, donc dans les négociations politiques, et puis s'exprimera en tant que représentant du peuple à travers son vote au Parlement. La proposition Parce que même vous parlez de la mouvance, donc nous ferons le débat. Qui vous dit qu'il y a l'unanimité entre nous? Qui vous dit ça? Je vous ferai cette question dans la suite. On continue. Mais on continue de déjà, discuter. votre première lecture de la proposition de loi oui. Faite par Hassan Seibou, est-ce que techniquement ça tient la route? Sur quel plan? Non, ce que moi je vois d'essentiel, c'est qu'il demande, s'il vous plaît, que le calendrier électoral soit revu. C'est-à-dire que, et ce qui est principal, qu'on inverse. Donc, je n'y trouve pas de problème technique, moi. Mais je ne veux pas, comme cette question a été affectée à ma commission, et que la commission... Les débats se feront là-bas. Le débat se fera et tout, donc je ne voudrais pas parler au nom des collègues et aller trop les populations qui sont intéressées par la question. Il y a les professeurs de droit, les professeurs d'université qui ont opiné là-dessus. Vous avez écouté l'avis de Maître Robert Dossou, Théodore Oulou et bien d'autres. Je ne cite que ces personnalités du monde universitaire. Vous avez écouté leurs arguments, ce qu'ils en ont dit. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oh non, ce sont mes professeurs éminents. J'ai eu la chance, moi, d'être formé par les meilleurs professeurs de droit qu'a connu le pays, au nom desquels le professeur Dossou Robert, voilà, et qui avait sur mon parcours comme assistant Sosa Dorothée, entre autres. Aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle, éminent professeur de droit. J'ai eu comme professeur de droit, mais en droit civil, pas en constitutionnel, moins sous Conception. Quand on a eu ces professeurs-là, vous comprenez. Ancien président de la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, nous avons été abreuvés par ces personnes-là. D'accord, voilà. Quand, je me rappelle quand, en fac de droit, le professeur Robert Dossou, il vient au cours et qu'il commence avec Mitterrand, il est fort. Nous rentrons donc dans le débat au cœur du système français et de la politique constitutionnelle française. Et ça peut nous prendre tout le cours, ça. Donc, on a été bien formés dans ce débat. Donc, j'ai écouté les professeurs. Ce qu'ils n'ont pas dit, je vais insister sur ce que je les comprends. La dernière intervention du professeur Robert Dossou que j'ai écouté, c'est sur le régime, c'est sur le système. Entre-temps, le glissement qu'il y a eu entre le régime présidentiel et le présidentialisme, donc dans les pays de l'Amérique latine et consorts. Je fais juste observer que le système qui a été généré par la conférence nationale, on oublie souvent de dire aussi que ce système-là a failli rendre le pays ingouvernable aussi. Voilà. Donc, à quoi faites-vous allusion en le disant? Le pays était bien gouverné jusqu'en 2016. Le multipartisme intégral. Moi, je me rappelle très bien à l'université, nous avons fait le débat.
qu'il fallait déjà dans les textes mettre des dispositions qui puissent un peu limiter donc la tendance effrénée de la classe politique à créer des partis de quartier. On venait de près de voilà. 30 ans de parti unique. On venait de près de 30 ans. Oui, je suis d'accord. Mais on l'a expérimenté 30 ans après. Le multipartisme intégral. Osons dire de ce point de vue aussi que ça a échoué. Et je n'ai pas vu mon professeur le marteler aussi. Et tous les présidents de la République du Bénin, d'après la conférence nationale, on y a éprouvé cela, on y a souffert de cela. Vous avez vu le président Mathieu Kérékou? Vous avez vu le président Soglo? Et vous avez vu le président Yaïboni avec la démocratie Nescafé. Je n'ai pas compris si donc, le professeur Dossou voulait que l'on laisse les choses en l'état. Ça, je n'ai pas compris. Et en Amérique latine, les déviances qu'on a eues et autres. Mais ce n'est pas une conférence nationale qu'ils ont décidé de traverser, c'est à travers les hommes. Même la conférence nationale. Moi, j'étais en faculté de droit. Vous savez que j'ai initié une pétition au profit du professeur Robert Dossou. Quand il a travaillé pour la conférence nationale, mais la classe politique l'a vitriolé après. Ces efforts n'ont pas été retenus, n'ont pas été reconnus. Récompensés. Je ne parle même pas de récompense. C'est simplement reconnu. À travers les médias, c'était le professeur Dossou. Moi, ça m'a fortement affecté en tant qu'individu, mais le professeur ne sait pas. Nous étions des étudiants et nous avons vu ces efforts. C'est ça, notre pays aussi, et la classe politique. Et lui-même l'a dit par ailleurs, non? Le président Yaïboni ne l'a-t-il pas dit que la démocratie qui ne permet pas de nourrir son homme, il faut laisser ça comme ça? Il faut la rendre efficace. L'une des choses que le professeur... Il faut la rendre efficace par les réformes. C'est le consensus sur toutes ces réformes et les couacs. Il parle par exemple de réformes qui ont été sélectives. Moi, j'ai fait un texte. J'ai fait une petite étude à mon niveau. Si vous voulez, vous êtes la presse. Quand je vais l'affiner, je vais rendre ça public. Parlant de consensus, le consensus n'est pas l'unanimité. Prenez la classe politique de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Et prenez les partis politiques créés depuis 1990 au Bénin. Mettez dans une case ceux de ces partis, actuels ou passés, qui sont dans la mouvance, avec leurs leaders politiques, peut-être vivants. Et prenez ceux qui sont dans l'opposition. Et vous allez voir s'il y a consensus ou pas. Faites cet exercice en tant que journaliste d'investigation politique. Vous l'avez déjà fait, vous? Moi, je l'ai fait. Ça vous donne quoi? C'est fortement au profit des réformes qui sont douloureuses pour nous, à partir de nous d'abord. Les réformes de M. Patrice Talon, ceux qui en souffrent déjà aussi, ce sont les gens de la mouvance. Mais nous acceptons pour le pays de porter ça. Parce que personne n'en parle de nos errements du passé, auxquels nous sommes en train de tourner dos, non? Sous son impulsion. C'est vrai que nous sommes avec le président de la commission des lois. Donc, on a fait, Franck, bientôt 49 minutes à parler rien que révision constitutionnelle. On a d'autres sujets au rôle de cette émission. Mais avant votre sujet, vous avez écouté votre collègue député Lazare Sekwito dans sa déclaration. Je ne sais pas si on a vraiment le temps de le lire. En tout cas, en résumant un peu, ça prête un peu à confusion. C'est un peu comme si Lazare Sekwito aujourd'hui demande qu'on laisse de côté cette affaire, ce débat sur la révision de la Constitution et qu'on pense à d'autres défis, d'autres problèmes auxquels se trouve confronté aujourd'hui le Bénin. Est-ce que vous en avez fait la même lecture? Tout est une question de contexte. Les débats qui se font dans les cercles privés qu'on ramène au public, là, c'est souvent pas, pour moi, bien séant. Moi, je n'ai pas vu l'honorable Sekwito venir intervenir sur un plateau. Si c'est un débat qu'il a eu à faire dans un cercle privé pour dire, voilà, c'est deux choses différentes. Un cercle privé dans une place publique. Mais attendez, je peux même dire, mais je peux, à supposer que je sois porteur, moi, ordonne à la datine d'une telle proposition.
le ministre Akweta, honorable député, peut m'appeler pour dire Orden, le moment n'est pas venu. Toi, est-ce que tu sors ça? Il peut dire. Il va le dire. Nous allons en discuter. Si c'est porté au niveau du groupe, nous allons en discuter. Mais il peut être battu. S'il est battu, le groupe va sortir demain et dire nous allons faire ça, il sera là. C'est pour ça que tant que ces choses-là ne sont pas connues, vous croyez que tant de la mouvance, ça peut être également sa conviction. Mais pourquoi pas? Mais c'est pourquoi je dis, si le débat se fait, on va faire le débat au niveau du groupe parlementaire. On n'est pas allé à ce point-là. Mais la déclaration qui est rendue publique, qui a manifesté un peu ce qu'il faut appréhender lorsqu'il s'agira d'aller jusqu'au bout, c'est clair pour tout le monde. Le débat va continuer entre nous. C'est pour vous dire que quoi? Que soit la 8e législature, mais ce n'était pas de l'unanimisme entre nous. En quoi c'est choquant? Malgré votre monocoloration. Malgré la monocoloration, si c'est le terme monocolore, c'est jamais eu l'unanimisme. Non, on discute chaudement. Nous discutons mais vous chaudement. Finissez pas, regardez, même, vous finissez pas à adopter. Vous n'avez pas décrypté entièrement les propos du chef de l'État. Le chef de l'État a dit ce qu'il pense. Et les députés aussi discutent. Vous pensez que c'est facile à quelqu'un député, lui, qui va voter et de dire, bon, le droit de parrainer, là, chacun veut l'avoir, non? Mais nous décidons, à travers la loi, là, que ce soit les prochains. C'est pas évident non plus. Mais mes chers amis, je dis que ce n'est pas évident. C'est pourquoi le débat va se faire. Et au nom du pays, nous allons voir ce qui arrange. Il faut renforcer le système partisan. Parce que si nous ne le faisons pas, ça va être très grave pour l'avenir. Et je prie nos concitoyens, à partir de ce plateau, à travers vous, de ne pas voir le président Talon à travers ce qui se joue là. Sinon, on va se tromper. Est-ce possible de le faire? Ah, mais c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il est en fait de mandat et il est seulement 2 ans. Oui, mais pour demain, parce que si nous faisons de la fixation sur lui, lui, il est partant. C'est ça qu'il faut qu'on appréhende. Mais il est partant, il a dit ou pas? La politique, ça passe. Bon, vous savez, donc il n'est pas partant. Quelqu'un de votre camp, il n'est pas partant. Quelqu'un de votre suppléant a dit que la promesse électorale engage, et les promesses des hommes politiques engagent. Il a dit ça? Donc je suis suppléant, le professeur Diop a dit ça? Non, il n'a jamais dit ça. On a attribué à un autre homme politique que je respecte beaucoup, mais qu'on a déplacé de son contexte. Je me trompe d'auteur donc. Oui, je crois que vous êtes trompé d'auteur. Il n'a jamais dit ça. Retraite d'office. Patrice Talon se défend et s'explique. La mesure était opportune. Mais dans l'opinion, vous savez, le ressenti qu'il y a eu, vous savez comment est-ce que les Béninois l'ont perçu. Est-ce que quelque part, cette rupture ne manque pas de pédagogie et d'explication sur certaines réformes phares? Certainement. Pourquoi vous voulez que je discute ça? Certainement. Maintenant, quand on laisse ce terrain de pédagogie sur le contenu, si ça pose problème, allons-y. Puisque les questions pédagogiques, nous en parlons et nous espérons que ça va s'améliorer. Le président Talon a encore 2 ans. Et puis d'autres systèmes vont venir. On espère qu'il faudra maintenir le cap. Les choses vont Quel était l'esprit de cette loi que vous avez votée? Mais vous l'avez vu clairement dans la loi. Et c'est un projet de gouvernement. Et ceux qui ont défendu les projets dans nos commissions au Parlement, au-delà des ministres, c'est des sachants du domaine. Les normes fixées pour tel nombre de subalternes, qui n'est pas plus d'un certain nombre de hauts gradés et tout ça là, c'est des normes. Si à travers nos déviances dans le passé, on a tout inversé, maintenant la responsabilité à qui? Et la question fondamentale, parce que ça va faire mal, est-ce qu'on laisse ça à l'État? C'est la question que nous devons tous nous poser. Ce n'est pas une question du président Talon, c'est de la République et du pays de la nation qu'il est question. D'accord? Ce n'est pas que dans ce domaine-là. Hein. On dit que la pyramide doit être très étriquée au sommet et la base très large.
Maintenant, on a une pyramide qui est totalement inversée, où nous avons cela. Alors, comment on fait ça? Mais je ne suis pas du domaine. Je crois qu'il appartient au gouvernement de venir, et puis à travers les explications aussi, puisque nous avons voté une loi, nous sommes au niveau de la mise en œuvre. Donc vous demandez dans quel esprit on a été fait, c'est à travers des normes qui sont des normes universellement partagées que nous avons fait cette loi. Ça ne vise pas des personnes précises, c'est de la loi de portée générale. Après, à l'application, on part de la loi, on superpose les problèmes précis qui se posent à notre nation, à notre République, et puis après, il appartient aux politiques, à ceux qui sont à l'opérationnel, donc de prendre des décisions. Voilà, donc c'est une décision qui répond à la loi, qui respecte la loi. Vous m'avez demandé si au niveau pédagogique, ça n'a pas manqué un peu, je dis certainement. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu être bien informé avant. C'est quand ça s'est sorti que nous avons été aussi informés. C'est pour ça que certains disent que vous êtes surpris par vos propres lois. Non, on n'est pas surpris, mais ce n'est pas nous qui opérons. On a fait la loi, mais ce n'est pas nous qui opérationnalisons. Justement, vous n'êtes pas... Il appartient au gouvernement et à travers les membres du gouvernement d'opérationner les tests. Maintenant, ce que vous dites là, c'est au niveau politique. Au niveau politique, ben, on peut en discuter donc dans nos couloirs politiques pour dire oui, voilà, c'est possible de faire ça. On s'en voudrait de ne pas vous arracher de mots sur la situation du Sénégal. Un parlement, des gens comme vous qui représentent un peuple qui lève la main et qui accepte dans une loi de reporter un scrutin, de rallonger d'un an le mandat d'un président de la République. Vous y voyez des similarités, vous y comprenez quoi? Non, bon, souvent moi au-delà de l'émotion, parce que ça me choque, ça me surprend. Comme l'affaire de corruption de la jeunesse m'avait surpris. D'accord. Mais alors, pour ce qui concerne la corruption de la jeunesse, quand j'ai appris ça, et c'est ce que je recommande à chacun, j'ai pris mon calme et je suis allé dans les textes qui régissent leur démocratie, et donc au niveau du code pénal et tout. Je Google, j'ai tapé et j'ai vu que ce fait-là était incriminé dans leur législation, ce que nous n'avons pas au Bénin. Corruption de la jeunesse, je ne sais pas, je n'ai pas dans notre dispositif ici. Parfois, nous critiquons quand savoir ce que les autres ont prévu. Donc pour moi, je suis choqué. Mais je continue de faire ce travail-là avant vraiment d'opiner. Est-ce qu'il est possible que le Parlement a-t-il ce genre d'attribution et tout? Donc voilà, voilà. Mais, comme vous, a priori, je me dis, c'est pas normal ce qui se passe. C'est ce que je me dis. Et je continue de fouiller pour dire, mais sur quoi il se base? C'est ça aussi. Parfois, vous pouvez être choqué, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais la démocratie suppose aussi des règles. Aller dedans pour voir si ceux qui agissent, c'est au nom de la légalité qu'ils le font ou pas. Si ils sont couverts par la légalité, après il faut faire attention. Vous pouvez rentrer dans une action politique après. Quand vous êtes activiste, aller jusqu'à décréter la désobéissance civile, c'est possible. Le pacte international le permet, avec quelques restrictions, bien sûr, mais avec des moyens légaux de protestation, qui sont connus aussi. Car la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Lorsqu'on analyse un peu le parcours du Sénégal, qui reste l'un des pays où la démocratie fonctionnerait ces dernières années très bien, est-ce que le président Macky Sall n'aurait pas pesé un peu, disons, on n'aurait pas mis dans la balance les inconvénients de ce qui allait se passer et voir un peu les avantages et s'efforcer à faire respecter un peu les thèses, à faire organiser... C'est ça ce que je dis. Quel que soit ce qu'il a vu, ce qu'il appréhende, son action doit respecter les règles de la République. C'est ce que je dis. C'est ça, c'est ferme pour moi. Il ne peut pas y déroger, à mon avis. Et c'est pourquoi, à ce niveau, n'ayant pas fini mes analyses, je suis un peu prudent, au fait. Sinon, rien n'autorise personne, quelle que soit la menace qui est chaud là, si ce n'est pas contenu et encadré par la loi.
C'est pour ça que les questions parfois sont difficiles. Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais est-ce que ce qu'il fait là, c'est prévu par les tests du Sénégal? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser, à mon avis. Si c'est oui, on peut ne pas être d'accord, mais malheureusement, voilà. Mais si c'est non, mais alors, ça pose un problème. Orden Aladati, cette émission s'en va finir. Un mot de la fin. Non, je voudrais dire à travers votre plateau, vous remercier. Quoique l'exercice, je ne souhaite plus la faire. Le week-end dernier, je suis sorti. Et compte tenu de l'importance et du droit à l'information de nos concitoyens, je me suis dit qu'il faut à nouveau me prêter à l'exercice. Je voudrais dire simplement que dans l'état actuel de nos tests, la question du troisième mandat est définitivement réglée. Au-delà du facteur intentionnel, on dit le président a parlé, on peut ne pas croire. C'est par exemple si dans notre constitution, l'article 42 n'était pas revu tel que c'est, je peux même comprendre ceux qui sont sceptiques. Pour dire, en disant ce que nous faisons là, si nous changeons une virgule, on dirait demain que c'est une nouvelle république. Il peut même être sceptique par rapport à ça. Mais c'est pour régler pour l'éternité ce problème que nous avons cru devoir faire évoluer cet article. Cette question-là n'est pas d'actualité. Je voudrais que tout le monde se rassure par rapport à ça. Maintenant, en dehors de ça, ce qui est prévu là, c'est pour anticiper sur les débats qui peuvent nous rattraper très bientôt au Parlement, sur comment on organise le parrainage. L'honorable Hassan Seibou a cru qu'en faisant tel qu'il le propose, ça peut nous éviter des déchirements autour de la question. Le groupe parlementaire UP Le Renouveau croit la même chose. Je n'ai pas dit la nuance, je n'ai pas dit UP Le Renouveau, puisque le groupe a opiné, et je crois que les instances du parti vont se voir là, et certainement que ce sujet-là sera appelé. Donc je mets la nuance à ce niveau-là. Nous souhaitons avoir le consensus autour de ça. Mais si nous ne l'avons pas, les tests de la République seront appliqués. Personne ne tordra le cou au dispositif qui est en cours. Et c'est ça l'essentiel dans un état de droit. Donc le débat va se faire au Parlement. Et puis on verra quoi faire. Le président de la République a parlé. Que devons-nous faire? Nous, dans les partis, dans les états-majors, nous allons nous voir là-dessus. Et puis, au Parlement, on verra bien les suites que les groupes parlementaires réservent à tout ce qui se dit à travers les plateaux, les médias. Merci de vous être prêté à nos questions. Orden Aladati, député Union progressiste Le Renouveau et président de la commission des lois du Parlement. Nous avons parlé essentiellement révision de la Constitution avec cette sortie médiatique du président de la République et ses mots réitérés à propos de la révision constitutionnelle et ses explications et d'autres sujets pêle-mêle de l'actualité. Merci à vous aussi, Franck Aounou. Merci à toute l'équipe derrière cette réalisation. À très vite. Merci.